Roland orgueilleux. Depuis le surplomb d'une colline, le chevalier franc, un jeune colosse, se dresse sur sa selle. Il met une main en haut vent pour mieux scruter la cité aux nombreux minarets. Saragosse la blanche. Un rayon de soleil accroche la coupole vernissée d'une mosquée et la fait étinceler tel un lac en fusion. 7 mois déjà. 7 longs mois que la chevalerie franque harcèle la géante de pierre. Sans succès. Le franc déploie sa bannière en signe de défi. Sous lui, la monture piaffe d'impatience, l'écume aux morts. Ya! Le cavalier corseté de fer pique des éperons les flancs frémissants de son coursier. Le destrier hennit, puis se cabre, avant de plonger vers une combe. Par une fenêtre entr'ouverte, la reine, Braslimonde, observe attentive sa progression. Il semble voler, tant sa course est rapide, léger comme un aigle porté par le souffle du zéphyr. Il débouche dans la plaine, pénètre au galop dans les vergers et s'approche des murailles. Dis-moi, Yasmina, quel est cet intrépide chevalier infidèle qui s'avance vers Saraxta Albaïda, notre belle cité? C'est le duc Roland, madame, le neveu de Charlemagne. Monseigneur Marsile, votre époux, n'a pas d'ennemi plus enragé que lui. Beaucoup de nos braves sont morts de sa main. Il est plus fier qu'un léopard, aussi impétueux qu'un torrent de montagne. Si jeune, et pourtant si courageux, son allure, son maintien ne le cèdent en rien à son renom, soupire Braslimonde. Elle se penche pour le héler. Salut à toi, Roland, brave parmi les braves. Stupéfait d'entendre une voix féminine, cristalline, rafraîchissante comme l'eau d'une oasis, le guerrier tire sur les rênes de son destrier et lève la tête vers l'inconnu. Tout en elle enchante son regard. Ses traits, pleins de grâce, sa chevelure de jaïs qui cascade le long de ses hanches, sa peau, cuivrée, ses lèvres carminées, comme trempées dans le jus de la grenade. Beauté charmante, douce apparition, dites-moi votre nom. Mes parents m'ont nommé Braslimonde. Oublieux du danger, Roland s'attarde près de l'enceinte, où il converse galamment avec Braslimonde, qui tantôt rougit, tantôt pâlit. Ce sont là des signes qui ne trompent pas. La reine éprouve un amour éperdu pour le chevalier. En gage de cette affection, elle laisse tomber un gant qu'il s'empresse de ramasser. S'il plaît à Dieu, c'est en maître des lieux que je reviendrai. En vérité, belle Braslimonde, je veux faire de vous madame, lance-t-il avec fougue en prenant congé. J'ai foi en vous, sire Roland, revenez-moi vite. La reine regarde le chevalier s'éloigner de la ville fortifiée, sans écouter les sombres pressentiments de sa suivante. Oh maîtresse, de cette rencontre ne naîtront que malheur et douleur. Si le duc Roland s'était pris de toi, alors Saraxta Albaïda est perdue. Bien de nos chevaliers trouveront la mort, bien des mères et des épouses verseront des larmes amères. Le franc bravera les enfers pour toi, rien ne l'arrêtera. Roland passe à bride abattu les avant-postes francs, écrasés de chaleur pour déboucher dans le vaste bivouac. Le preux arrête son destrier, à la robe luisante, devant un magnifique pavillon bicolore surmonté d'un aigle d'or. Il saute à terre, s'agenouille aux pieds d'un géant, aussi immobile qu'une statue de marbre. La blanche chevelure de Charles, à peine enserrée par un cercle d'argent, lui, sur ses épaules puissantes, rejoignant sur la cuirasse sa longue barbe grisonnante. Son visage,
marqué par les ans et les épreuves, s'illumine d'un sourire à la vue du jeune homme. « Relevez-vous, mon neveu. Est-il vrai que vous avez encore chevauché jusqu'à Saragosse ?»« Si fait, je suis allé défier ces chiens de Sarrazin. En vain. » Roland ne souffle mot de sa rencontre. « Prenez votre mal en patience, » lui conseille Charles. « Nous finirons bien par nous en emparer. Toute l'Espagne sera libérée de cette engeance maudite. Venez, sous ce dais, profiter d'un peu d'ombre. » Bientôt, les autres chefs de guerre nous y rejoindront. Une partie de la nuit, les seigneurs francs ripaillent et, le vin aidant, font assaut de vantardise. « Il n'y a pas au monde un cheval si rapide que je ne puisse le battre à la course, » fanfaronne un baron. « De retour au pays, je m'y jetterai de la plus haute tour sans subir le moindre dommage. » Renchérit un chevalier à la barbe garnie des reliefs du repas avant de s'effondrer ivre-mort dans son écuelle. À son tour, Roland prend la parole pour galéger. « Moi qui fus enfanté par une épée et un bouclier, qui ai été bercé dans un casque, allaité du sang de nos ennemis, je vous promets d'enlever Saragosse. Par Dieu, je ferai un tel massacre que des flots de sang s'écouleront depuis ses portes. Je frapperai tant et si bien de Durandal ma bonne épée que 30 000 païens mourront demain. Par tous les saints, avec leur sang, 4 moulins pourront être actionnés. » « Insensé !» gronde Charles. Son poing frappe la table. « J'entends là le serment d'un fou. Renonce à ce projet funeste qui endeuillera la chrétienté. Ton orgueil t'aveugle. » Roland, enflammé de morgue, n'a cure de l'avertissement. Il se tourne vers Olivier, son frère d'armes. « M'accompagnerez-vous, noble et loyal Olivier ? » « Aussi longtemps qu'un souffle de vie animera mon cœur, je ne faillirai à notre amitié. Je m'y engage, » assure le preux chevalier en frappant du poing sa poitrine. Roland et Olivier se retirent dans leur quartier prendre quelques heures de repos. Alors que la lumière du soleil matinal éclabousse d'or les tentes alignées, Roland se lève de sa couche recouverte de fourrure, un pavois qu'il a pris à un sarrasin géant. Nu, à l'exception de ses braies, Roland repousse le pan de sa tente pour lancer des ordres à la sentinelle. « Réveille mes écuyers, qu'ils préparent mes armes et scellent mon meilleur destrier. J'ai besoin d'action. » Peu à peu, le campement s'anime. Après s'être recommandé à Dieu, Roland endosse son habit d'acier. Un aubert que rien ne peut percer tant le travail du forgeron a été minutieux. Il ceint Durandal, sa bonne épée. Dans toute la chrétienté, il n'est pas de meilleure arme que celle-ci. On lui chausse les éperons d'argent, tandis qu'il lace son aume aux précieuses escarboucles. Mal matin, le fier cheval de Roland hennit de joie et caracole à la vue de son maître. Roland lui flatte le museau avant de l'enfourcher avec vivacité, sans l'aide des étriers. Il s'empare d'un bouclier qu'il suspend à son cou, ainsi qu'un épieu de frêne. Puis, il pousse son destrier jusqu'au pavillon royal. « Sire, écoutez-moi. Ce soir, Saragosse la Blanche sera vôtre, » clame-t-il plein d'arrogance en éperonnant Malmatin. À sa suite, Olivier le fidèle, qui s'est équipé lui aussi, chevauche hardiment. Charles regarde ses 2 meilleurs chevaliers s'éloigner du campement. Il s'arrache la barbe de désespoir. Après une dure chevauchée, les 2 cavaliers font halte sur une hauteur. Saragosse est en vue, à quelques lieues seulement. « Gentil Olivier, au nom de notre amitié, accordez-moi une faveur, » demande Roland. « Bien volontiers, sire Roland, en quoi puis-je vous être agréable ? Par notre Seigneur Dieu, je vous accorde tout ce que vous désirerez. »
vous me laisserez mener seul l'assaut contre la ville. Restez sur cette éminence rocheuse. » Olivier blêmit. « Je veux vous prêter main forte, combattre jusqu'à la mort à vos côtés, unis à jamais dans l'amitié et la gloire. » « Promettez-moi que vous n'irez pas plus loin, » s'obstine le duc. « Pourquoi m'avoir permis de vous accompagner? Quel rôle voulez-vous me faire jouer? Me prenez-vous pour votre valet, tout juste bon à étriller un cheval ou guetter le retour d'un mari trompé? » « Vous m'offensez, » s'insurge Olivier. Roland s'entête, bouffi d'orgueil. « Vous porterez témoignage de ma bravoure. Jurez-moi de ne pas intervenir. » « Eh bien, soit. Galopez au-devant de la mort, » peste Olivier. Déjà, Roland, l'œil farouche, s'élance vers les fortifications ennemies. Le martèlement des sabots de Malmatin tire de leur somnolence les 2 sentinelles appuyées sur leurs lances. « Halte, qui va là ?» hurle d'une voix gutturale l'une d'elles, un géant au visage couturé de cicatrices. « Je suis Roland pour ton malheur, va rôtir en enfer !» Sans hésiter, le franc lui enfonce les pieux dans le corps et l'étend raide mort sur le pavé. Pris de panique, le second garde file se mettre à l'abri dans la cité. Dans sa hâte, il laisse derrière lui les portes béantes, si bien que Roland entre à sa suite dans Saragosse. « Au secours! Alerte! Les Francs sont à nos Durandal s'abat, faisant 2 moitiés du couard. Les trompes retentissent, des hommes en armes apparaissent de tous côtés et se précipitent au combat, mais nul ne peut arrêter le chevalier chrétien, qui croise le chemin de Roland, passe de vie à trépas, sans avoir le temps de recommander son âme à Allah. Dans sa main, Durandal tournoie, étincelle, retombe, ensanglanté. Il fend le crâne d'un guerrier, ouvre le ventre d'un autre, coupe la main d'un troisième. Il fait un massacre des Sarrasins. En quelques instants, il en moissonne plus de 300. Enivré par le combat, le jeune fou rit à gorge déployée. « Mécréants, venez donc goûter de mon bon acier tranchant. » Sa fureur lui ôte toute prudence. Il se découpe un passage dans les ruelles de Saragosse à grands coups d'épée. Derrière lui, les portes ont été refermées. Au même moment, les couloirs de marbre de la Zuda résonnent du pas précipité des gardes royaux. « Monseigneur, monseigneur !» Porteur de nouvelles alarmantes, le capitaine des gardes pénètre, hors d'haleine, dans les appartements de Marsile. « Sire, Roland est dans Saragosse. En ce moment même, il met votre belle cité à feu et à sang. Jamais je n'ai vu un seul homme en tuer tant d'autres. » À ces mots, Braslimonde tressaille, tandis que le visage d'aigle de Marsile s'assombrit. Le roi bout de colère. « Comment ? Un seul guerrier vous fait reculer ? Êtes-vous plus faible que des nourrissons ? Par la barbe du prophète, je ferai de celui qui m'apportera la tête de ce chien galeux un homme riche. Au combat !» Pendant que son mari part revêtir ses armes, Braslimonde dévale les marches du palais. Sa gorge se soulève à l'unisson de son cœur enflammé. Elle court, haletante, à la rencontre de son aimé, remontant à contre-courant le flot des fuyards. Elle en arrête un. L'homme sue de peur. « Frère, où est le chrétien ? » ?»« Voyez-le là-bas, sur la place, tel un djinn assoiffé de sang, » lui lance-t-il en reprenant sa course éperdue. Braslimonde se précipite vers le chevalier franc. La passion fait pétiller ses yeux. Elle attrape les rênes de Malmatin. « Seigneur Roland, vous êtes pris. » « Douce dame, jante Braslimonde, vous réussissez là un exploit dont nul homme ne peut se vanter. Je suis votre captif. Disposez de moi à votre guise. » Roland met pied à terre. Il attire à lui la reine pour l'embrasser passionnément.
Mon ami, vous m'avez donné de merveilleuses preuves de votre amour, lui souffle-t-elle à l'oreille, tout en caressant tendrement sa joue. Mais leur étreinte est de courte durée. Déjà Marsile, à la tête de milliers de combattants, approche de la place. « Partez, mon ami, car voici venir mon mari !» crie Basilimonde affolée. Le visage du chevalier se rembrunit. Battre en retraite? Perdre mon honneur? Jamais je n'ai déserté une lice. Ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Roland, je vous en supplie, si par ma faute il vous arrivait malheur, mon cœur en serait à jamais désolé. Alors partez avec moi, rugit Roland. Cela est impossible, je serai un fardeau, ne tardez plus. La voix de la reine se fait suppliante. Résigné, Roland bondit sur sa monture. Il se précipite sur Marsile pour le férir. D'un coup de bouclier, il l'envoie rouler dans la poussière, cul par-dessus tête. La main du chevalier se referme sur la poignée de son épée, et dans un scintillement, la brandit hors de son fourreau d'émail. « Non !» s'interpose Braslimonde, avant que le franc n'abatte sa lame tranchante. « Pour l'amour de moi, Seigneur, épargnez-le. » « Adieu, ma bien-aimée. » Roland abandonne sa proie, et sans plus attendre, fait tourner sa monture en direction des portes qu'il trouve verrouillées. « Arrêtez ce fils de chien, ne le laissez pas s'échapper, hurle Marsile. Il doit payer de sa vie son outrecuidance. Charles en aura une si grande douleur qu'il en perdra l'esprit. D'un coup, d'un seul, Roland tranche la barre de fer, les verrous et les chaînes, libérant le passage. Durandal termine sa course dans la chaussée qu'elle entaille profondément. Le duc s'éloigne en trombe de Saragosse, une meute innombrable à ses trousses. Des flèches sifflent à ses oreilles. Il regarde en arrière, par-dessus son épaule. Ses poursuivants, pas moins de 30 000, gagnent du terrain. Ils vont lui couper toute retraite avant qu'il n'ait pu atteindre les collines. Roland appelle à l'aide son frère d'armes. « Sire Olivier, venez à mon secours. Je suis à bout de force. J'ai frappé tant de coups depuis le lever du jour. » « Vraiment, le meilleur des Francs a besoin d'un coup de main, » grogne Olivier. « Tu voulais la gloire pour toi seul, et à présent tu es pris au piège. Tu réclames mon aide. Tes prières sont vaines. Je ne bougerai pas le petit doigt. Si tu meurs, je m'en moque bien. Scélérat, lorsque Charles apprendra ta trahison, il te fera prendre. À quoi bon me menacer? Je lui dirai que tu as voulu mener seul l'attaque de Saragosse, et que là-bas, les Sarrasins t'ont mis en pièces. Roland fait la grimace. Il regrette amèrement de s'être fourré dans un tel guêpier. Pourtant, il tourne bride, prêt à affronter ses adversaires. Il balance de droite à gauche la lourde Durandal. Il assène des coups comme un forgeron bat le fer sur son enclume. La mêlée est terrible. Roland fauche les assaillants par centaines. Soudain, une douleur fulgurante vrille son épaule. Le souffle coupé, Roland vacille, chancelle, pour disparaître sous une mer de cimeterres. Une grêle de coups s'abat sur le chevalier, cloué au sol, à demi conscient. Son casque est bosselé, son écu est fendu, son haubert démaillé. De ses flancs d'acier, percés en 10 endroits, jaillit le sang. N'y tenant plus, Olivier s'élance au secours de son compagnon. Il fait voler la tête d'un Turc, tranche le casque d'un autre, jusqu'à l'aine. Il brise ainsi l'encerclement. Roland est sauvé. Depuis midi jusqu'au crépuscule, le preux Olivier tient en respect le raz de marée ennemi. Ses moulinets sont terribles. Il frappe, taille, hache tant et si bien qu'avec le sang des Sarrasins, il pourrait teindre des milliers d'étoffes. Toutefois, il en vient sans cesse, tourbillonnant, plus nombreux que des sauterelles. Inquiète de ne pas voir revenir les deux héros,
la chevalerie chrétienne s'est mise en route, par monts et par vaux. Enfin elle arrive en vue de la plaine, hérissée de combattants ensanglantés. Elle dévale, impétueuse, les pentes jusqu'au champ de bataille. Le tonnerre de la charge roule, terrible. Le choc est effroyable. Les arcs claquent, les chevaux hennissent, les épées tintent les unes contre les autres. 1000 coups sonnent l'heure du trépas. C'est la débâcle. Enfoncés, harcelés, les rangs ennemis refluent en désordre pour se réfugier dans la cité dont ils barricadent les portes. Au milieu des tués, l'épée sanguinolente à la main, les 2 frères de sang et de fureur se font face. Olivier, cher ami, je vous rends grâce. Je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Notre amitié est plus forte que tout. Moi, je ne vous aime pas, grommelle Olivier, en essuyant son arme. Quel homme êtes-vous donc? Vos paroles sont aussi creuses que vos sentiments. Vous êtes prêt à tout sacrifier à votre renom. Un jour, votre immense orgueil nous perdra tous. Dès ce soir, mes troupes plieront Arnois. Nous regagnons nos terres. Olivier s'éloigne du champ de bataille, le cœur brisé. Il n'est pas prêt d'oublier l'attitude de Roland. L'empereur Charles aura bien du mal à réconcilier ses 2 meilleurs chevaliers avant la bataille finale.